Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier épisode de la série qu'on a lancée, du coup, sur notre podcast Manager sans s'épuiser, trouver l'équilibre. Cette série, du coup, sur les 4 erreurs de management les plus fréquentes. Et on arrive à la 4e erreur, ou en tout cas le 4e sujet dont on voulait parler, parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a des beaucoup erreurs. d'autres. Mais sur celui dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le fait de ne pas se préserver. Oui, et déjà bonjour à tous, bonjour Clara, et encore une fois merci à l'ESP qui nous prête ses locaux et son matériel de podcast. Oui, alors ce dernier sujet, qui en fait n'est pas vraiment le dernier, c'est le Non. dernier de la série, De la mais, série. mais on aurait pu en faire beaucoup plus, c'est oui, de ne pas savoir se préserver, et il y a beaucoup de choses à dire, parce que Ouais. on va là toucher à des domaines qui sont plus... qui vont jusqu'à la santé mentale, la santé physique, Tout à fait. le cercle familial. On va aller un petit peu plus loin. Ouais, exactement. Et à partir du moment où vous commencez à vous dire, en tant que manager, je prends sur moi, je dois porter mon équipe, il faut pas que je montre mes faiblesses, ou il faut pas que je montre que ça me touche à mes équipes. Là, il y a une petite sonnette d'alarme qui doit normalement se déclencher dans votre tête. C'est que vous commencez peut-être à être en danger de surcharge émotionnelle sur votre poste. Alors, oui, et en préambule, je tiens à dire que Clara et moi, nous ne sommes pas des psychologues. Tout à fait. Ça n'est pas notre métier, donc on ne va pas rentrer dans la sphère purement psychologique, parce que c'est aussi la limite de nos compétences, Oui, tout à fait. et parfois notre conseil, c'est d'aller justement se rediriger vers des professionnels de la santé mentale si le besoin s'en fait sentir. Oui, effectivement, la surcharge émotionnelle liée à finalement l'image qu'on se fait du dirigeant, l'image qu'on se fait du manager, elle peut avoir un poids extrêmement lourd, parce que on est souvent beaucoup trop dans le contrôle. Mhm. Et justement, pour savoir si, pour vous-même savoir si vous vous préservez assez ou pas, c'était important en fait d'aborder le sujet de à quoi ça ressemble un manager qui ne se préserve pas aujourd'hui. Et moi, le premier exemple que je pourrais donner, c'est le manager qui est disponible pour tout en permanence. Oui, qui signe pour tout, mais qui n'a jamais le temps. Oui. Et celui-là, on le connaît bien, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, de bonne foi, vraiment de bonne foi, veulent faire les choses bien, et dans leur rôle de directeur, de manager, de responsable d'équipe, se sentent obligés, Oui. finalement, d'être disponibles tout le temps. Mhm. Mais quand on est disponible tout le temps, en fait, on l'est jamais, parce que on accorde finalement que très peu de temps à chacun, et surtout très peu de temps de qualité. Oui, en fait, la question, c'est de savoir où positionner vos limites. Il n'y a pas de règle écrite, il n'y a pas de dogme, en fait, sur ça. Mais par contre, respecter vos propres limites, c'est important, mais encore faut-il réussir à les définir avant. Où est-ce que vous voulez placer vos limites de considération, de temps accordé, d'impact émotionnel aussi. Ça, il faut vous poser les questions et le définir en amont pour pas vous laisser submerger, c'est important. À quoi ça pourrait ressembler aussi le fait de ne pas se préserver? Ça peut être aussi le fait de culpabiliser quand, à outrance, quand un de vos collaborateurs va pas bien ou n'est pas à l'aise dans son poste. C'est de porter en fait la responsabilité et de porter peut-être parfois la responsabilité sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors oui, et ça, c'est presque propre à chacun. Ouais. On n'est pas tous faits du même bois, Oui. et c'est pour ça qu'il faut bien se connaître. On a des personnes qui vont être des véritables éponges émotionnelles, et quand ils vont avoir quelqu'un en face de soi qui va pas bien, elles vont absorber vraiment tout ce qui va pas. Je suis comme ça, moi. Et je suis vraiment comme ça, et ça m'a joué des tours souvent, mais
Mais c'est important de souligner qu'en fait, c'est pas une critique. Non, alors c'est d'autant pas une critique que l'inverse existe aussi et que c'est pas beaucoup mieux de se dire finalement je suis hermétique à tout, vous pouvez y aller, ça rebondit, il y a pas de souci. Mais et puis il y a l'entre-deux, là où se situe le plus grand nombre. Mais ce qu'il faut, c'est se connaître et surtout savoir ses limites. Si vous êtes comme Clara, une éponge émotionnelle et que vous savez pertinemment que le mal-être, entre guillemets, ou les problèmes des autres rejaillissent sur vous, on va mettre un petit peu plus de limites. Si à l'inverse, vous avez une tendance à être un peu plus détaché, et c'est pas encore une critique, oui, on peut être en capacité d'absorber plus, ou en tout cas de mettre en place des systèmes qui font que ce sera peut-être pas forcément vous qui allez toujours écouter les gens, parce que quand on n'est pas sensible à ça, c'est aussi difficile, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de retour quand on est en face, et quand on absorbe trop, à l'inverse, les conseils vont pas forcément être les meilleurs, parce qu'on va être émotionnellement un peu trop attaché à la personne en face. En fait, finalement, le sujet de ce podcast, il est plein de sens pour nous et c'est pour ça qu'on l'a choisi. En tout cas, le sujet de cet épisode-là, justement, parce que le titre de notre chaîne de podcast, c'est Manager sans s'épuiser, trouver l'équilibre. Et s'il y a bien un épisode qui représente tout ça, c'est bien celui-là. Tout est une question d'équilibre. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas si facile, en fait, à trouver. Et j'insiste sur le fait que on disait il y a quelques instants que c'était pas une critique, parce que quand on est dans ces stades-là, en fait, d'impact et d'impact, oui, c'est ça, ce que je voulais dire, et qu'on s'engage en fait pleinement, c'est souvent signe que il y a une forte conscience professionnelle qui est là, qu'il y a une vraie volonté de bien faire. Donc encore une fois, c'est pas une faiblesse, c'est un trait de personnalité qui peut jouer, mais c'est aussi une compétence, encore une fois, à aller chercher. C'est de savoir trouver le bon équilibre et de poser ses limites. Et c'est aussi la compétence d'aller chercher une posture juste entre empathie et responsabilité. Ouais. Et on peut faire le lien avec, finalement, les premiers épisodes. Si... finalement, je suis plus un technicien qu'un manager, que c'est pas ce que j'ai voulu, je vais accumuler. Si je ne sais pas déléguer de manière efficace, je vais encore plus accumuler. Et si on mélange tout ça, finalement, ça fait une somme de choses qui s'accumulent dans l'esprit, dans le corps aussi, parce que ça s'exprime aussi physiquement. On va cumuler, et effectivement, si on ne se préserve pas de ça, ça peut se manifester de plein de choses. On ne va pas aller toujours au burn-out forcément. C'est pas forcément, ça c'est un cas qui peut être extrême, mais avant d'en arriver là, il y a de l'agitation. On connaît ce manager qui est un peu agité parce qu'il a envie d'être partout à la fois. Il y a du stress, il y a de la fatigue physique et mentale. Et ça, c'est jamais bon pour prendre des décisions, qui est quand même la qualité première d'un manager. Ouais, et c'est intéressant que tu as abordé justement ce sujet-là du burn-out, parce que dans le premier épisode du podcast, on en parle aussi. Et le constat qu'on a pu faire avec les 3 invités qui étaient présents, c'était de se dire qu'en fait, ceux qui sont les plus à risque de burn-out, c'est les personnalités qui sont les plus impliquées. Oui. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est que le burn-out, il est aussi causé par un excès d'implication dans ses missions. Et chez le manager, c'est extrêmement important parce que là, on va toucher vraiment une implication qui est différente que celle du collaborateur, parce que lui, il a en plus des collaborateurs le fait de gérer l'humain derrière. Et on n'en parle pas assez, ça, de la santé mentale du manager. On n'en parle pas assez de la santé mentale du dirigeant ou des fonctions support RH, parce qu'on les voit comme les gardiens de la santé mentale, en fait, des collaborateurs de l'entreprise. Mais eux, qui les protège? Et en fait, c'est là qu'il faut réussir à trouver les clés personnelles pour réussir à se protéger de ça. Oui, et
c'est même un mouvement qui est en train de se mettre en marche de toute façon. On pourrait citer le mouvement Vulnérable, par exemple, porté par un grand patron de la cybertech à Lille qui a changé, alors suite à des problèmes personnels, mais qui du coup le dit. Il faut effectivement se préserver. Et je pense aussi à d'autres mouvements comme Leader Kiff, par exemple, où là, on va intégrer des notions de plaisir. Oui. Et j'en viens parce que, encore une fois, je suis désolé, je regardais le temps, mais à chaque fois, on est pris par le temps. Mais la notion de plaisir, elle va être un indicateur vraiment important. Oui. Parce que c'est peut-être ça qui va vous faire vous dire que vous ne vous êtes pas assez préservé. Quand on prend plus de plaisir à ce qu'on fait, quand on n'a plus vraiment envie, c'est là où ça devient dangereux. Et nous, on pense, et c'est pour ça aussi qu'on a créé Pop Mood, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Pop Mood, que on n'est pas obligé de souffrir pour être dans la performance, pour être un bon manager, pour être un bon directeur. Non, il faut savoir prendre du plaisir, et c'est même quelque chose d'absolument essentiel. Tout le monde dérive, ça arrive. Et je pense que le meilleur des indicateurs, c'est celui-là, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris du plaisir alors évidemment, hein, quand on recadre quelqu'un, quand on a des choses pas agréables à annoncer, ou quand on vit comme en ce moment un contexte vraiment pas facile, il faut mesurer. Il y a des périodes plus ou moins difficiles dans une vie professionnelle, mais on devrait quand même toujours, au moins une fois dans la journée, se dire tiens, j'ai pris plaisir à faire ça. Et justement, sur les questions à se poser à soi-même, pour savoir si je suis en train de m'épuiser ou pas, et si c'est le cas, comment rééquilibrer un petit peu la balance, c'est vraiment se dire que le rôle du manager, c'est principalement d'accueillir la parole des collaborateurs, c'est d'écouter et c'est de comprendre. Mais c'est pas forcément d'aller régler le problème à la place de la personne qui vient vous donner l'information qu'il a un problème. En fait, votre rôle en tant que manager, c'est pas de porter la responsabilité, par exemple, d'un problème personnel à la place de votre collaborateur. C'est pas forcément non plus de résoudre ce problème à sa place, mais ça va être de l'accompagner potentiellement sur ce que vous pouvez faire. Attention à ce qui est de votre ressort ou ce qui ne l'est pas. Moi, j'aime bien donner l'exemple d'une formation qu'on a faite dans une grosse ESN où on avait un des managers qui avait une problématique avec un de ses collaborateurs qui était complètement réfractaire au changement. Mais si bien que même finalement la chose la plus futile était très compliquée à gérer pour lui. C'était même au niveau, je crois, des TOC qu'il avait. Et en fait, là, le manager se retrouvait de plus en plus démuni parce qu'il n'arrivait pas à l'embarquer dans le changement. Il n'arrivait pas à le faire changer ses habitudes. Ils allaient changer de CRM, je crois. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il avait très peur de l'annoncer à ce collaborateur-là parce qu'il savait qu'en fait, émotionnellement, c'était très compliqué à gérer le changement pour lui. Et en fait, il nous a dit je ne sais plus quoi faire avec ce collaborateur, je ne sais plus quoi faire pour l'aider, je suis démunie face à ça. Et en fait, la chose à laquelle il n'avait pas forcément pensé lui, parce que déjà, c'est pas forcément évident de le savoir, c'est que là, on lui a dit mais peut-être que tu devrais te faire accompagner là avec la médecine du travail. Ça allait de proposer en fait une visite à la médecine du travail pour ne plus être seule, parce que là, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. C'est peut-être une problématique psychologique qu'il faut creuser, mais sur lequel toi, tu n'as pas ta responsabilité là-dedans, parce que là, ça te dépasse en fait totalement. Donc peut-être que l'idée, ça va être là de l'accompagner vers la détection peut-être de quelque chose, et vers un aménagement aussi du travail, du coup, qui va permettre de soulager ton collaborateur, mais de te soulager toi par la même occasion, parce que là, c'était plus possible qu'ils se mettent dans des états comme ça, parce que ça avait un impact aussi sur tous les autres collaborateurs, parce que tout le temps qu'il passait avec ce collaborateur A, il ne le passait pas avec le collaborateur B, C, D par la suite, et ça avait vraiment un impact qui était énorme sur son travail. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, je l'ai déjà citée dans les précédents podcasts, mais je vais la redire parce que je l'aime beaucoup. C'est une phrase de psychologue plutôt,
vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos collaborateurs. Oui. On ne peut pas agir sur tout et se préserver, c'est aussi définir les champs d'action sur lesquels nous, on peut agir. Oui. Votre rôle, Clara l'a dit, c'est accueillir, écouter. Vous êtes directeur, manager, donc on vous attend plus sur la vision, sur la planification, que sur vraiment l'opérationnel, enfin normalement. Sinon, vous réécoutez l'épisode 1 du podcast. Et donc, votre rôle n'est pas, effectivement, vous n'êtes pas responsable du bonheur des collaborateurs, mais vous pouvez mettre en place, effectivement, les conditions pour que ça arrive. Et après, on ne maîtrise pas tout. C'est pas vous qui allez régler les problèmes, effectivement, de personnel à la maison d'un collaborateur. Par contre, vous allez pouvoir l'écouter, l'aiguiller. Ok, il t'arrive ça, tu devrais aller voir telle ou telle personne. Peut-être que dans les grosses entreprises, c'est plus facile que dans les petites parce que parfois, il y a des assistantes sociales. Dans les entreprises plus petites, type familial, un peu comme la nôtre finalement, on le sait, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, d'aiguiller, comme Clara l'a dit, vers la médecine du travail. Pourquoi pas, ou vers, comme tu dis, l'assistante sociale. Il y a plein de choses qui existent. Il y a de l'infirmière. Dans des grands groupes, il y a des infirmiers aussi qui sont présents sur place. Enfin voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser et il faut accepter que vous ne pouvez pas les maîtriser. Ça ne veut pas dire que vous devez être insensible, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être dans la compréhension ou dans l'aménagement, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ça peut être aussi par les fonctions RH et par le support RH de votre entreprise. Il y a plein de leviers différents, mais encore faut-il accepter quelle est ma limite, encore une fois. Ouais. Et si on bascule tout de suite dans la partie des conseils, se préserver, c'est aussi écouter les signaux faibles qu'on reçoit. C'est très difficile parce que sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais, et on n'a pas tous la même tolérance aussi. Mais quand on est un peu plus fatigué que d'habitude, quand on n'arrive plus à trouver une minute pour aller au sport, quand finalement on finit par dire non à tout parce qu'on n'a plus le temps, ou alors quand on dit oui à tout aussi, finalement c'est très dangereux et il va falloir s'écouter. Moi, justement, si je peux donner un conseil, et si je suis très honnête, je me l'applique depuis pas très longtemps du tout, c'est de savoir dire non. Vous êtes sollicité pour par exemple, vous êtes déjà manager, vous êtes déjà dans une période un peu chargée et on vient vous voir pour participer, je sais pas, à un comité de décision sur telle ou telle chose. La tendance naturelle, c'est de dire bah oui, je vais y aller parce que c'est bien pour l'avancement, c'est bien. Ben non, je veux dire, vous serez aussi bien vu si vous savez dire non. Là, j'ai besoin de me préserver pour l'équipe parce qu'en ce moment, c'est un peu chaud. Le climat n'est pas bon, le chiffre est en baisse, je sais pas. Je préfère me concentrer là-dessus. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, 2, 3, 4 jours d'affilée, vous allez au travail sans prendre de plaisir. Ça doit être un signal aussi qui doit vous alerter et vous dire tiens, là, ça va pas. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être plein de choses. À ne pas confondre, évidemment, avec des petits coups de moins bien passagers. Ça arrive, ça. On a tous, à un moment donné, en début, fin de mois, des moments un peu plus compliqués où on dort un peu moins bien. Ça, il faut pas que ça se répète. Ouais, alors moi, je te rejoins sur tous ces sujets-là. Et moi, le conseil que je voudrais donner, c'est plutôt dans la façon de communiquer avec l'autre. Pour moi, l'assertivité qui est le fait d'exprimer ses besoins et de poser un cadre clair sans dépasser les limites de l'autre et sans effacer du coup les ressentis et les sentiments de l'autre. L'assertivité, ça doit vraiment être une clé pour communiquer avec l'autre tout en se préservant aussi de ses réponses. En fait, comment on se protège vis-à-vis de ça, ça va être par exemple, si je peux donner un exemple du temps, c'est de ne pas dire aux personnes « je suis dispo quand tu veux pour en parler ». Non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas dispo quand la personne veut pour en parler. Il y a des moments où vous êtes dispo et d'autres pas. Plutôt que de dire « je suis dispo quand tu veux pour en parler », ça va plutôt être dispo « je suis dispo pour en parler », mais à un moment
ou je choisis de l'être pour être pleinement présent dans la discussion avec toi. Donc déjà, ça vous permet de ne pas absorber un flux d'informations qui est juste énorme à des moments qui ne sont pas opportuns. Et en plus de ça, encore une fois, de vous poser vos propres limites claires et de les faire accepter par les autres. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que je suis dispo pour parler de tes besoins et de tes problématiques, mais pas à n'importe quel moment. Au moment qui est le plus opportun pour moi pour pouvoir t'écouter toi. Et ça, c'est extrêmement important de maîtriser cette communication assertive aussi pour vous mettre vos propres limites et vous protéger aussi et de ne pas être constamment envahi par les autres. En fait, l'assertivité, elle va être là pour protéger le manager et aussi faire grandir les équipes parce qu'automatiquement, ça va les induire dans le fait de prendre leurs propres responsabilités aussi. Et par-delà, attention à ne pas les infantiliser aussi. Oh, alors l'infantilisation, ça c'est terrible. Je pense qu'on va faire un podcast dédié dessus. On n'aura pas forcément le temps de développer tout ça, mais effectivement, de vouloir être le papa ou la maman de l'équipe, là pour le coup, en charge mentale, vous allez prendre. Voilà, ça va être compliqué et c'est pas bon pour les équipes. Et c'est pas une manière très saine de manager non plus. Et je voudrais juste revenir sur le management paternaliste, c'est pas quelque chose qu'on recommande beaucoup. Je voudrais revenir sur l'assertivité, Clara, parce qu'en général, c'est à ce moment-là où on perd beaucoup de dirigeants qui nous disent « Ah non, mais votre truc de machin, d'assertivité et tout. » Attention à la définition des mots et attention à ce que ça veut dire. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut dire oui à tout. Au contraire, c'est ça qui va vous faire du mal. L'assertivité, c'est juste un mode de communication. Et un autre conseil aussi, peut-être le dernier là-dessus qu'on peut donner, c'est d'essayer de s'ouvrir un tout petit peu à ces techniques-là, de s'y former, et vous allez voir, c'est très différent de ce qu'on pense. Quand on parle, par exemple, avec Clara de QVCT, de qualité de vie, conditions de travail, les gens s'imaginent tout de suite une salle de pause géante avec des PlayStation, avec des hamacs, des choses comme ça. Quand on parle d'assertivité, on nous dit tout de suite « Ah bah oui, c'est du Montessori, bah non, pas du tout. » Non, ça n'a absolument rien à voir. Le fait de s'ouvrir un peu à ces choses-là, c'est aussi... Vous allez vous rendre compte qu'en fait... c'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Et l'objectif de tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on s'échange, c'est la performance, tout en préservant le bien-être des collaborateurs et des dirigeants. Tout ce qu'on fait, c'est dans ce but-là. C'est de réussir. Donc, n'ayez pas peur de mots comme l'assertivité. Bien au contraire, je préfère le préciser parce que on le voit bien en rendez-vous client. Ce sont des mots qu'on utilise toujours avec beaucoup de pincettes parce que on ne sait jamais trop comment ça va être accueilli. Exactement. Et si on peut conclure cet épisode, ce serait de fait que vraiment, il faut réussir à se poser ses propres limites, qui, encore une fois, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et ça, on est OK avec ça. Il y a vraiment aucun problème. Ça doit être assez personnel, finalement, les limites que vous avez aussi envie de mettre sur votre poste. Ça, c'est aussi quelles limites je veux mettre, quelles frontières je veux mettre avec les collaborateurs. Est-ce que j'ai envie de vraiment séparer mon côté perso ou bien le faire rentrer un peu dedans? On ne vous dit pas qu'il faut être meilleur copain et aller boire des verres tous les soirs avec... vos collaborateurs, mais en même temps, on vous dit aussi de ne pas mettre trop de distance. Ça, c'est vraiment, vous le jugez de la manière que vous voulez. Il y a plein de techniques pour ça. Et encore une fois, si vous avez besoin d'être accompagné là-dessus, sur trouver vos propres limites et sur lesquelles vous allez être confortable aussi, sur lesquelles vous n'allez pas vous forcer, bah, peut-être que vous avez un peu besoin d'être accompagné là-dessus et il ne faut pas hésiter à le faire. Et il faut balayer les idées reçues parce qu'on peut être copain et son copain, on peut lui dire que quand quelque chose ne va pas, a priori, on sait le dire. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose. En entreprise, ça fait beaucoup de choses. On aimerait continuer, mais je pense qu'on est arrivé au bout des épisodes. Exactement. En tout cas, on est arrivé au bout de cette série des 4 épisodes sur les erreurs de management les plus fréquentes, en tout cas. Merci d'avoir suivi cette série. Merci d'avoir écouté du coup cet épisode. Si vous n'avez pas écouté du coup les précédents, n'hésitez pas. Ils sont déjà tous disponibles. Celui-là, c'était le dernier. Et on se retrouve le mois prochain avec un autre format, avec des invités. Et là, ça va être intéressant aussi parce qu'on va aborder plein d'autres sujets différents du management.
Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, commenter ou à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à des personnes de votre entourage. Merci beaucoup. Merci Johan. Merci Clara.